En manchette aujourd'hui, les gens d'affaires de Dautrey sortent leur bâton de golf. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui le 9 septembre. La Chambre de commerce et d'industrie Berthier-Dautrey renouait avec son traditionnel tournoi de golf après une pause involontaire due, on le rappelle, à la pandémie. Le tournoi, présenté par Desjardins la Caisse de Dautrey, a pris place sur le terrain de golf de Berthier. Plusieurs activités ont animé l'événement, donc s'est déroulé sous un soleil radieux, et lors du souper qui a suivi l'amicale compétition, notamment les gens d'affaires présents pouvaient participer à un encan amusant. En effet, 2 canards gonflables, des canards gonflables, ont été mis à l'encan. Finalement, une somme de 1 000 $ a été récoltée lors de cet encan et l'argent sera remis par la Chambre de commerce au groupe d'entraide En toute amitié, un organisme basé à Berthierville qui, bien sûr, donne depuis de nombreuses années un coup de pouce aux plus démunis de la communauté. La présidente du CCIBA, Kathleen Généreux, a bien sûr remercié participants et commanditaires au terme de l'événement et a invité les gens d'affaires et les amateurs de golf à s'inscrire, à déjà se motiver, pour participer à la prochaine édition en 2023. En cette fin de semaine, CTRB vous présente la suite de l'entrevue que nous a accordée Emmanuel Beauregard du Conseil de développement bioalimentaire de la Naudière et François Parenteau de l'abbaye de Saint-Jean-de-Mata. Ces deux-là qui nous ont parlé, bien sûr, de la fête des forestibles et de la charte des valeurs proposées par le CDBL. On regarde l'extrait de cette entrevue. Je vais parler un petit peu à Emmanuel. L'idée de faire un festival, justement, forestible et tout ça, c'est venu en association avec l'abbaye. C'est vraiment quelque chose que vous voulez faire plus développer, présenter aux citoyens, à la population? Ben oui, en fait, au CDBL, il y a un projet pour lequel je suis engagé qui est de soutenir la filière des produits forestiers non ligneux ou des forestibles. Donc, c'est la fête des forestibles, dont ce sera la première édition cette année. C'est une initiative du magasin de l'abbaye, mais une initiative à laquelle s'est jointe le CDBL et aussi, en fait, tout le comité PFNL La Naudière qui soutient l'événement. Donc, on va retrouver plein d'activités. Je pense tantôt des randonnées, justement, savoir quoi cueillir, soit identifier. Donc, il ne faut pas en mourir non plus. Là. Je ne veux pas qu'on soit intoxiqué, mais chacun, on pourrait, à la limite, dans une forêt, dans un type de forêt, retrouver des comestibles puis être capable de les utiliser, ou il faut vraiment être très expert. Bien, c'est qu'il y a des champignons mortels, il y a des champignons toxiques, il y a des plantes mortelles et des plantes toxiques. La cicuta immaculée, c'est la plante la plus dangereuse en Amérique du Nord, si on veut, et 2 grammes de racines, vous mangez 2 grammes de racines, vous mourrez. Donc, il n'y a pas de chance à prendre. Il y a des gens qui disent « Ah, je vais goûter à ça, ça a l'air beau, ça devrait être bon. » Donc, ça prend des connaissances minimales. Je parle de plantes mortelles pour dire qu'il y a un danger, mais si on a une bonne formation, on peut aller en forêt, puis cueillir, puis avoir du plaisir. Donc, mais il faut avoir les formations. Donc, à la fête des forestibles, on va donner une idée. Donc, ce ne sera même pas des journées des initiations. Il va y avoir un atelier sur les plantes médicinales, les plantes comestibles qu'on peut trouver en forêt, il va y avoir des activités pour les enfants, il va y avoir des conférenciers, notamment Vincent Leblanc de Violon et Champignons sur la culture des champignons sauvages en forêt, donc mi-sauvages, mi-cultivés, et d'autres conférenciers aussi sur plein de sujets. Mais on va donner une idée, c'est que souvent la plupart des gens ne savent même pas que ça existe, des produits forestiers comestibles, des choses qui se mangent en forêt. Nous, on est là pour faire prendre conscience de l'étendue des saveurs qu'il peut y avoir dans nos forêts, parce qu'il y a aussi des épices forestières, il y a des tisanes forestières. Donc, juste de réaliser tout ça et de faire découvrir ça, même si les gens ne cueillent pas, s'ils goûtent, bien, il y a un monde de saveurs nouvelles qui s'ouvre à eux. Puis par la suite, c'est sûr que nous, on favorise l'autonomie alimentaire, où on est en faveur du fait que les gens puissent cueillir par eux-mêmes. Puis moi, j'ai tendance à croire qu'on protège ce qu'on connaît bien. Puis si on connaît toutes les ressources comestibles en forêt,
on va avoir tendance à vouloir plus protéger nos forêts, parce qu'on pourrait le voir tout simplement comme une exploitation de la forêt, piller la forêt. Mais si la cueillette est faite de façon durable et pérenne, au contraire, on va protéger la forêt, puis on va aussi inciter les gens à faire pression ou à faire des démarches pour protéger la forêt autour d'eux, puisque c'est un réservoir non seulement de quiétude, une réserve de biodiversité, mais c'est aussi un garde-manger naturel. C'est le premier garde-manger de l'humanité, la première pharmacie de l'humanité. Puis, je vais m'arrêter là parce que je pourrais en parler pendant des heures. Je vais faire céder le micro à Emmanuel. Donc, autrement dit, il faut venir vous rencontrer la semaine prochaine pour qu'on partage cette passion-là, toute cette connaissance-là. Parce que, comme vous dites, la forêt elle est nourricière. Là. Je vais prendre le terme, là, mais on parle de permaculture, de forêt. Donc, la forêt peut devenir nourricière vraiment à plusieurs aspects. Là. Et c'est important de la conserver. Tout le bois et tout ça, il faut quand même avoir une partie, on pourrait dire, de notre patrimoine, là, on dira, de forêt et tout. Là. Ben, écoute, pour qui connaît, mettons, les connaissances minimales, nous, à partir du mois d'avril, on est à l'extérieur. On va soit faire des travaux préparatoires ou faire des cueillettes, puis on en fait jusqu'à la fin octobre, début novembre, donc ça nous donne 7 mois, je pense, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, c'est ça, 7 mois. Donc, pendant 7 mois, on est à l'extérieur, mais il y a aussi des cueillettes d'automne et des cueillettes hivernales. Le poivre des dunes, c'est un chaton mâle qui va se cueillir sur un arbre qu'on appelle l'ongle crispé. Ça se cueille après les premières gelées. Le nord d'épinette aussi. Le chaga, qui est un gros champignon médicinal, mais aussi gastronomique, un champignon qu'on boit et non pas un champignon qu'on mange. Ça aussi, ça se cueille en hiver. Donc, en fait, puis nous, pour notre sapin, pour les caramels et autres, on cueille ça aussi l'hiver. Donc, en fait, en y repensant, c'est à l'année qu'on peut cueillir ensemble. Emmanuel, donc, vous êtes très fier de présenter cette première édition-là. Vous invitez les gens ici là, pendant 2 jours à venir visiter le 10 et le 11 septembre. C'est particulièrement samedi, le 10 septembre, qu'il y aura des exposants, une quinzaine d'exposants, des entreprises du secteur de la notière. Il y aura donc les activités animées, les balades, conférenciers dont François parlait. Ça, c'est le samedi, le 10 septembre. Et le dimanche, il y aura un brunch forestier servi ici même à la ville, au magasin de la ville. Donc, j'imagine pour le brunch, il faut s'inscrire à l'avance. Est-ce qu'il reste encore des places, vous pensez? Le sais-tu, François? Il faudrait valider, information de dernière minute, mais donc appeler au magasin de la ville pour voir s'il reste des places disponibles. Et là, c'est ça, on va avoir justement plein de produits forestiers à goûter. Ben, en fait, comme François en a parlé, il y a un souci particulier de préserver la ressource, de faire attention à la pérennité là, des espèces qui sont cueillies. Dans la Naudière, dans les derniers mois, on a travaillé à mettre sur pied, à élaborer une charte des valeurs des entreprises du secteur des produits forestiers non ligneux. Et donc, cette charte-là, qui jusqu'à présent a été signée par 40 entreprises, sera dévoilée publiquement samedi à midi sur la scène des passionnés des forestibles. Donc, c'est une charte qui vise à mettre de l'avant les pratiques d'affaires éthiques, responsables et qui vise à préserver les ressources, finalement, dans la Naudière. Donc, vraiment, toutes les ressources. Les ressources forestibles, les ressources forestières comestibles. Donc, autrement dit, pour éviter du pillage. Pour éviter la surcueillette, pour éviter la mauvaise cueillette. Puis en fait, cette charte-là, la quarantaine d'entreprises signataires, c'est tant des cueilleurs, des transformateurs, des distributeurs et même aussi des formateurs. Parce qu'il y a plusieurs entreprises dans la région qui offrent de la formation, justement des initiations ou des formations plus poussées sur la cueillette des forestiers. Donc, dans le fond, c'est d'éduquer. Qu'est-ce que tu veux nous parler? Il y a une partie éducation et ces personnes-là s'engagent à éduquer aussi la population. Là. Exact. Parce que, si on veut que la ressource, tantôt on en parlait, si on veut que la ressource se renouvelle, il ne faut pas non plus arriver au pied d'un arbre, mettons qu'il y a des champignons, de tout enlever, là, parce que sinon... Peut-être un exemple de ressource qui a été pillée dans le temps. Là. La cueillette est interdite. Maintenant, on ne peut pas avoir plus que 50 litres. On parle de l'ail des bois. Moi, je m'en allais dire l'ail des bois, c'est ça. Oui. Je m'en allais dire l'ail noir, là, mais c'est autre chose. Mais il y a l'ail des bois, un exemple. Il y a eu aussi une problématique, je pense, avec les têtes de violon aussi, hein, qu'il y a eu beaucoup de... Ben, la tête de violon, tu sais, si on prend la plante en tant que telle, c'est une plante très compétitive, très robuste, qui pourrait devenir envahissante. Mais si on fait la cueillette de façon non responsable, ça pourrait menacer la survie de la plante. Donc, parfois, même si une plante est vraiment compétitive, si on l'accueille de façon inadéquate, on peut menacer la ressource. Donc, c'est toutes ces choses-là. Une charte des cueilleurs, c'est la meilleure façon
d'assurer la pérennité. Très bien. Ben, c'est bien d'en parler. Donc, c'est vraiment passionnant. Vous nous donnez le goût de vraiment aller visiter. Puis, on va te laisser aller, François, parce que tu es en pleine cueillette, justement, en pleine production. Puis, on vient vous voir samedi pour le festival. Avec plaisir. Merci. Merci. Lors de l'Assemblée régulière, la séance ordinaire des membres du Conseil de la Ville de Berthierville le 6 septembre dernier, ça se déroulait bien sûr à l'Hôtel de Ville, un des sujets était relié de près là, à l'alimentation en eau potable. En effet, au point H1, il y avait le sujet suivant, entente intermunicipale relative à l'alimentation en eau potable, demande d'un addenda de la municipalité de Sainte-Geneviève de Berthier. Eh bien, dans le fond, Sainte-Geneviève, et le maire Dominique Perrault de la ville va l'expliquer dans les prochaines secondes, demandait une modification à l'entente actuelle qui relie pour l'alimentation en eau potable la ville de Berthierville et deux municipalités qu'elle dessert, Sainte-Geneviève de Berthier et Saint-Ignace de Loyola. Donc, Sainte-Geneviève voulait rajouter des adresses de clients qu'elle dessert à partir de l'eau de Berthierville pour donc satisfaire tout le monde. Et dans ces clients-là, dans ces adresses-là qu'elle voulait ajouter, il y a bien sûr les serres Coulombe et leur gros dossier d'investissement majeur à Saint-Norbert. Donc, on écoute la réponse des élus de Berthierville. Le maire Perrault explique. Entente intermunicipale relative à l'alimentation en eau potable, demande d'un addenda de la municipalité de Sainte-Geneviève de Berthier. Donc, il s'agirait de rajouter des adresses qui proviennent de d'autres municipalités. C'est des services qui sont déjà donnés depuis un nombre d'années, qui ne faisaient pas partie de l'entente. Donc, Sainte-Geneviève nous demande de régulariser. Et nous, on leur dit qu'on va le faire lorsqu'on fera quand on renégociera l'entente d'eau potable. Donc, Madame Fontaine, s'il vous plaît. Considérant l'entente relative à l'alimentation en eau potable entre la ville de Berthierville et les municipalités de Sainte-Geneviève-de-Berthier et Saint-Ignace-de-Loyola, intervenue en 1991. Considérant que, par la résolution 2022-08-142, la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier propose à la ville de Berthierville d'inclure à l'entente signée entre les parties un addenda visant à mentionner les adresses desservies en eau potable par le réseau de Sainte-Geneviève-de-Berthier et situées hors de son territoire afin de régulariser la situation existante. Considérant l'intention de la ville de Berthierville de déposer une refonte de la dite entente afin d'y apporter une mise à jour qui s'impose d'ici la fin de l'année 2022. En conséquence, je propose d'aviser la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier que la proposition faisant l'objet de la résolution 2022-08-142 sera évaluée lors de la refonte de la dite entente prévue d'ici la fin de l'année 2022. Merci. C'est appuyé par? Je l'appuie. Madame Lebrun, merci beaucoup. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Vous avez compris qu'on va donc annoncer bientôt les démarches pour rouvrir l'entente d'eau potable avec les municipalités avoisinantes. Sur ce, allons à la pause. Les anniversaires pour aujourd'hui et ce week-end. Tout d'abord, la FADOC de l'île du Pas désire souhaiter bonne fête à Jean-Pierre Hérard et à Pierre Lavallée. Le Centre d'action bénévole d'Autré souhaite un heureux anniversaire à Noémie et à Haïdé Copéry. Et le 10 septembre, la FADOC souhaite bonne fête à Gaétan Latour et à Nicole Dubé. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 9 septembre, ou encore ce week-end. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On parle maintenant politique. Québec solidaire inaugurait son local à Berthierville hier soir. Voici donc le mot de la candidate d'Ambertier, Amélie Drainville. Bienvenue, merci d'être là. OK.
Bon, ben, je vais commencer avec des choses sérieuses. Je voudrais mentionner en partant qu'on est dans un territoire non cédé de la nation Atikamekw et probablement autres nations aussi, tout dépendant des disparités qu'il y avait entre les communautés pour les territoires. Et je voudrais, par le fait même, saluer la communauté Atikamekw de Manawan qui célèbre aujourd'hui la journée de la souveraineté Atikamekw, donc pour faire valoir leur autodétermination. Donc, point levé à nos camarades Atikamekw. Vous le savez, on traverse présentement 3 importantes crises. Une crise climatique, une crise du coût de la vie, puis une crise du vieillissement de la population. Moi, ce que je veux faire dans cette campagne-ci, c'est qu'on parle de sujets qui sont trop peu abordés dans l'espace public. Il y a des sujets qui attirent plus l'attention que d'autres. Moi, je vais parler des laissés pour compte, des personnes aînées, des gens qui sont au bas de l'échelle, nos productrices et nos producteurs agricoles. Je pense qu'on doit les mettre de l'avant. On va leur faire une place dans notre campagne. Puis c'est pour eux qu'on se mobilise aujourd'hui. Yeah! Je pense que la démonstration n'est plus à faire. Québec solidaire a la meilleure équipe pour gouverner le Québec. Nous le démontrons à chaque jour. Nous avons fait un recrutement hors pair. C'est la meilleure équipe que Québec solidaire a jamais présentée sur la ligne de départ. On parle de Myriam Lapointe-Gagnon dans Rivière-du-Loup. On parle de Caroline Cac dans Rimouski. On parle de Yves Bonnier dans Gaspé. On parle de Guillaume Clich-Rivard dans Saint-Henri-Sainte-Anne. On parle de Alejandra Zagavendez dans Verdun, qui est en avance par ailleurs. Arun Boisy aussi, qui est en avance dans les sondages, dans Maurice Richard. On a Mélissa Généreux dans Saint-François. On a Émilise Lessard-Terrien en Abitibi-Témiscamingue. On a Amélie Drainville en Berthier! Ça a l'air que quand on se présente en politique, il faut laisser son humilité de côté puis montrer qu'on est confiant. Fait que, on a aussi le meilleur leader pour nous amener vers la victoire. On a Gabriel Nadeau-Dubois. Gabriel, c'est un gars fonceur, c'est un gars déterminé. Il est confiant de ses arguments, puis il a raison de l'être, parce qu'on a aussi les meilleures propositions, puis la meilleure plateforme pour les Québécois et les Québécoises. Puis on ne doit pas être gêné de le dire. Ici, dans la circonscription, je constate toutes sortes de choses. Ça fait longtemps que je suis sur le terrain. Vous l'avez vu, entre autres, sur ma page Facebook. On montre qu'on se promène partout sur le territoire depuis déjà plusieurs mois. Il y a des gens qui me disent qu'on soit à Saint-Damien, à Saint-Norbert ou à Saint-Ignace, qu'ils font appel à leurs députés pour des traverses piétonnes pour sécuriser leur cœur villageois dans leur municipalité, puis ils ne réussissent pas à avoir de réponse au niveau du MTQ, au niveau de la députée. On me parle de crise du logement, des gens qui veulent venir travailler ici, puis qui ne se trouvent pas de logement, donc ils doivent trouver une autre alternative, ils ne peuvent pas résider dans la circonscription. Des gens qui habitent déjà ici, qui se font évincer, qui ont des logements qui sont plus abordables, qui sont pris à la gorge. On me parle des aînés de Sainte-Béatrix qui n'ont pas de voiture et doivent se rendre à Saint-Jean-de-Mata pour faire leur épicerie, mais doivent payer 4 $ aller, 4 $ retour en taxibus pour aller faire une épicerie, puis qui ne sont pas capables d'assurer, de payer ces montants-là. Donc, ce que je constate dans la circonscription ici, c'est qu'il y a des gens qui ne sont pas écoutés. On a un gouvernement qui ne se préoccupe pas des vrais enjeux. Donc, nous, à Québec solidaire, ce qui nous reste à faire dans la vingtaine de jours de campagne qui nous reste, c'est de montrer qu'on est prêt à gouverner. Puis moi, quand je vois tous les autres partis politiques nous lancer des gifles et des attaques parce qu'on défend le monde ordinaire, alors qu'eux défendent les millionnaires puis les milliardaires, je me dis, on est sur la bonne voie.
Parce que qui va aller défendre la personne aînée de Sainte-Béatrix qui paye trop cher pour son taxibus? Qui va aller défendre la personne sur l'aide sociale qui ne peut pas travailler et qui reçoit des baffes à toute heure du jour? Qui va aller défendre l'infirmière qui fait du temps supplémentaire obligatoire puis qui se fend le derrière pour avoir un système de santé qui se tient debout, mais qu'ils sont épuisés? Nous, Québec solidaire, on va être là pour eux et pour elles. Puis c'est ça l'essence de notre mission. Puis je suis tellement fière de faire partie de cette belle équipe. Je sens que vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Québec solidaire, ça va être la surprise le 3 octobre, je vous le garantis. Sur ce, allons à la pause. Au CHSLD Alphonse Rondeau, le 14 août, à 85 ans, est décédée Mme Louise Girardin, épouse de feu Gaston Fortier de Lanoraie. Lui a précédé Benoît et Rachel. Elle laisse dans le deuil ses enfants Serge Fortier, Daniel Cloutier, Luc Fortier, Manon Lacasse, François Fortier, Ginette Gauthier, Marc Fortier, Lynne Aubuchon. Ses petits-enfants, Caroline, Marc-André, Michel, Cindy Rousseau, Mélanie, Jérémy Lafleur, Joé Blanchette, Francis, Patricia Simoneau, Maxime, Marilyn, Jonathan Proulx, Jade, Maxime Duquette, Amélie Lacasse, Chai Schott, Guillaume, Émilie Grenier, Jasmin, Ariane Lefebvre, Véronique, Marc-Antoine, Laurence, Pierre-Luc Belrose, Juliane, Michael Aumont, Samuel, ses arrière-petits-enfants, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Hélène Girardin, Irène Girardin, Marguerite Girardin, Laurent Rodrigue, Richard Lalancette, Arthur Deslauriers, Marie, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille et les enfants de Mme Girardin tiennent à remercier chaleureusement le personnel du pavillon Alphonse Rondeau pour les bons soins prodigués à leur mère. La famille vous accueillera vendredi le 9 septembre de 9h à 22h et samedi le 10 septembre dès 9h au complexe funéraire Thériault, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Les funérailles auront lieu le même jour à 11h30 à l'église de Lanoraie. Les cendres de Mme Girardin seront inhumées au cimetière du même endroit. Au centre Parfila Ferland de Saint-Charles-Borromée, le 4 septembre, à 74 ans, est décédé M. Lionel Michaud, époux de Pauline Allard, demeurant à Saint-Charles-Borromée. Lui a précédé sa sœur Lise. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, son fils Carl, ses petites-filles Maë et Mélie, ses frères, sa sœur, ses beaux-frères et ses belles-sœurs. Lucien Michaud, Cristal Michaud, Henri Michaud, Candide Harel, Denis Michaud, Gérard Michaud, Sandra Desnicolas, Lucie Michaud, Richard Croisetière, Maurice Allard, Chantal Guérin, Marielle Allard, Jeannot Sylvestre, Jacques Fafard, feu Ginette Allard, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera vendredi le 9 septembre de 13h au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage au salon à 14h30. M. Michaud sera inhumé au cimetière de Saint-Barthélemy. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 6 août à 73 ans, est décédé M. Mario Méo-Marquis, conjoint de Claudette Drainville, demeurant à Saint-Cuthbert. L'ayant précédé sa sœur Janine, il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, son fils Stéphane, ses frères, ses belles-sœurs et beaux-frères, Léonard, Gilles, Bertrand, Robert et sa conjointe Janine,
Rosaire Drainville, Diane Hull, Mario Drainville, Jacqueline Bélanger, Daniel Drainville, France Dumontier, Michel Drainville, Sylvie Drainville, André Hull, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis, ainsi que de nombreux amis du camping du Vieux-Moulin à Saint-Barthélemy. La famille accueillera parents et amis samedi le 10 septembre dès 12h30 au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Merciéville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h30. M. Marquis sera inhumé à une date ultérieure. À la résidence Avelin d'Alcourt de Louisville le 3 septembre, 88 ans, est décédée Mme Marcelle Laurando, épouse de feu Roland Brûlé, autrefois de Saint-Barthélemy. Elle laisse dans le deuil ses enfants Jean-Pierre Brûlé, Guylaine Majot, Céline Brûlé, Rosaire Demers, Guylaine Brûlé, ses petits-enfants, qui étaient sa fierté, Marilyn, Frédéric Dénommé, Ghislain, Audrey Bellemare, Christian, Julie Massé, ses arrière-petits-enfants adorés, Anne-Sophie, Antoine, Anthony, Léonie, Edmond et Jules. Ses belles-sœurs et beaux-frères, Marie-Berthe Brûlé, feu Maurice Dubé, Monique Brûlé, feu Léo Fafard, Claire Massé, feu Maurice Brûlé, André Brûlé, feu Rita Trahan, Bernard Grandchamp, feu Irène Brûlé, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Vous pouvez compenser l'envoi de fleurs par des dons pour une fondation de votre choix. Quelques formulaires seront disponibles à l'Église. La famille vous accueillera vendredi le 16 septembre dès 9h30 en l'Église de Saint-Barthélemy. Suivra les funérailles. À 11h, les cendres de Mme Laurando seront inhumées à une date ultérieure. À l'hôpital Pierre-le-Gardeur, le 29 août, à 57 ans, est décédée Mme Josée Bernard, épouse de Mario Dubois, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Elle laisse dans le deuil autour de son époux ses enfants, Claudia, François, Charles, Samuel, Fanny, Alice, Mike, Kevin, ses petits-enfants, Ryan, Mason, Mathéo et Léa Rose, ses sœurs, ses frères, belles-sœurs et beaux-frères, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 17 septembre de 13h au complexe funéraire F. Thériault, 741 rue de Notre-Dame à Merciéville. Suivra un hommage au salon à 15h. Mme Josée Bernard sera inhumée au cimetière de Saint-Alphonse de Caplan à une date ultérieure. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette fin de semaine. Ce vendredi après-midi, ça sera ensoleillé avec une température de 26, un temps ressenti de 32. Vendredi soir, c'est généralement dégagé, une température de 22, un temps ressenti de 25. Vendredi nuit, c'est dégagé, une température de 15, un temps ressenti de 15. Samedi matin, ça sera ensoleillé, une température de 17, un temps ressenti de 17. Samedi après-midi, ça sera ensoleillé, une température de 28, un temps ressenti de 34, pardonnez-moi. Samedi soir, ce sera dégagé, une température de 23, un temps ressenti de 28. Samedi nuit, ce sera des passages nuageux, une température de 17, un temps ressenti de 18. Dimanche matin, ensoleillé avec passage nuageux, une température de 18, un temps ressenti de 18. Dimanche après-midi, ensoleillé avec passage nuageux, toujours une température de 27, un temps ressenti de 33. Dimanche soir, c'est ciel variable, une température de 22, un temps ressenti de 26. Dimanche nuit, c'est ciel variable, température de 17, un temps ressenti de 17. Voilà, c'était tout pour votre météo.